En 2011, un navire de recherche est seul au milieu de l'océan Pacifique, à des centaines de kilomètres de l'île la plus proche. Il n'y a rien à l'horizon dans aucune direction, juste de l'eau. Sous le navire, une plateforme de caméra descend lentement. Elle tombe depuis plus d'une heure et n'a toujours pas atteint le fond. À cette profondeur, la lumière du soleil n'est qu'un souvenir. Elle a disparu il y a des milliers de mètres. L'eau est à peine au-dessus du point de congélation, et la pression qui s'exerce de toutes parts est maintenant plus de 1000 fois supérieure à celle que vous ressentez sur une plage. Personne sur ce navire ne s'attend à voir quoi que ce soit de vivant là-bas. C'est censé être l'endroit le plus vide sur Terre. Avant de révéler ce que cette caméra a capturé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car plus nous descendons, plus notre propre planète devient étrange. Ils ont tort. Lorsque les images reviennent, quelque chose bouge à l'intérieur, quelque chose qui, selon toutes les règles que les scientifiques comprenaient à l'époque, ne devrait pas pouvoir survivre là où il a été filmé. Ce moment a déclenché plus d'une décennie d'expéditions dans l'endroit le plus profond et le plus hostile que notre planète ait à offrir. Un canyon si profond que si vous y jetiez le mont Everest, le sommet serait encore à plus de 2 km sous l'eau. Ce que les chercheurs y ont découvert depuis est plus étrange que la plupart des œuvres de science-fiction. Des créatures blindées, des animaux luminescents que personne ne peut nommer, une cellule vivante de la taille d'une mangue, et un écosystème entier qui survit sans qu'un seul rayon de soleil ne l'atteigne jamais. Nous dépensons des milliards de dollars à pointer des télescopes vers des planètes lointaines, dans l'espoir de trouver le moindre signe de vie extraterrestre. Pendant ce temps, il existe un monde extraterrestre au fond de notre propre océan, et nous avons à peine commencé à chercher. C'est la fosse des Mariannes, et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certains scientifiques pensent qu'elle est plus déconcertante que tout ce que nous pourrions trouver dans l'espace. Ce qu'est réellement la fosse. Commençons par les bases, car les chiffres seuls sont difficiles à assimiler. La fosse des Mariannes se trouve dans l'ouest de l'océan Pacifique, à quelques centaines de kilomètres à l'est des îles Mariannes, non loin de Guam. C'est une longue cicatrice incurvée dans le fond marin, s'étendant sur environ 2550 km, soit presque la distance entre New York et Los Angeles, en forme de croissant de lune gravé dans les fonds marins. Son point le plus profond a un nom, le Challenger Deep, et il descend à environ 10 935 mètres sous la surface. Pour mettre cela en perspective, le mont Everest, la plus haute montagne sur Terre, culmine à environ 8849 mètres. Si vous preniez l'Everest et le descendiez dans le Challenger Deep, son sommet serait encore à plus de 2 km sous l'eau. Vous pourriez empiler une autre petite montagne par-dessus et ne toujours pas percer la surface. Alors comment un trou aussi profond se forme-t-il ? Tout repose sur la tectonique des plaques. La plaque pacifique, l'une des énormes dalles de roche qui composent la croûte terrestre, glisse lentement sous la plaque des Mariannes, plus petite, dans un processus que les géologues appellent la subduction. C'est une collision incroyablement lente et broyante qui se produit depuis des dizaines de millions d'années. Et la fosse est essentiellement la couture laissée derrière. Maintenant, réfléchissez à ce que cette profondeur signifie réellement pour tout ce qui tente de survivre là-bas. La pression au fond du Challenger Deep est plus de 1000 fois supérieure à celle que vous ressentez au niveau de la mer. Les scientifiques l'ont décrite comme étant à peu près équivalente au poids de 50 avions de ligne pressant sur un seul point. Une coque de sous-marin en acier, qui n'est pas spécifiquement conçue pour cette profondeur, serait instantanément écrasée, comme une canette de soda sous le pied. L'eau oscille juste au-dessus du point de congélation, et il n'y a pas de lumière tamisée, pas de faible lueur, zéro. La lumière du soleil cesse généralement de pénétrer l'eau de mer à environ 1000 mètres. Le Challenger Deep est près de 11 fois plus profond que cela. Compte tenu de tout cela, il est presque incroyable que seuls 3 véhicules habités dans l'histoire de l'humanité aient jamais atteint le fond. C'est moins de véhicules que... Il a été nommé plus tard le Liparis des Mariannes. À première vue, il ne semble pas appartenir à un endroit aussi hostile. Il a un corps mou, presque gélatineux. Pas d'écailles dures. Une peau si translucide qu'on peut presque voir à travers. De petits yeux noirs. Il a l'air fragile. Le genre d'animal que vous vous attendriez à trouver dans une mare résiduelle peu profonde, pas au fond de la fosse la plus profonde de la planète. Il se déplace en petits groupes lâches le long du fond marin, chassant des crevettes et d'autres minuscules invertébrés qui vivent là-bas avec lui. C'est là que ça devient étrange. Si vous remontiez un Lipari des Mariannes à la surface, son corps s'effondrerait essentiellement.
non pas parce qu'il est fragile de la manière dont nous le pensons habituellement, mais parce que toute sa structure est construite sur l'hypothèse qu'il sera toujours sous une pression énorme. Ses os sont fins, son crâne ne durcit jamais complètement comme le fait un squelette de poisson typique. Et ce n'est pas un défaut, c'est un compromis. Construire un squelette minéralisé rigide demande de l'énergie. Dans un environnement où la nourriture est désespérément rare, chaque parcelle d'énergie que le corps du Liparis peut économiser est redirigée vers le simple fait de rester en vie, plutôt que de construire un squelette dont il n'a pas strictement besoin. À ces profondeurs, la pression écrasante qui aplatirait un sous-marin en acier est en fait ce qui maintient le corps de ce poisson ensemble. Ces cellules sont adaptées pour fonctionner normalement sous cette charge. Enlevez la pression, amenez-le à la surface, et cette même structure devient instable. Le poisson qui survit à l'environnement le plus hostile de la planète peut être détruit par le seul environnement que nous considérons comme normal. Réfléchissez à ce que cela signifie vraiment. Ce n'est pas un animal qui tolère simplement une pression extrême. C'est un animal que la pression a construit. Toute son existence est façonnée par une force qui tuerait presque tout le reste sur Terre. Et le Lipari des Mariannes n'était que le premier résident confirmé trouvé par les scientifiques. Ce n'était pas le plus étrange. Des crevettes géantes portant une armure métallique. En 2019, des chercheurs explorant les parties les plus profondes de la fosse sont tombés sur quelque chose qui n'avait aucun sens au début. Dans la zone Hadal, le nom donné aux profondeurs océaniques inférieures à 6000 mètres, ils ont trouvé des créatures ressemblant à des crevettes appelées amphipodes supergéants, dont certains mesuraient près de 30 cm de long. Pour comparer, les amphipodes que vous trouveriez dans une mare résiduelle ou un récif peu profond ne mesurent généralement que quelques millimètres. Trouver quelque chose 100 fois plus grand, à une profondeur où la nourriture est désespérément rare, a immédiatement soulevé des questions. Dans la plupart des environnements extrêmes, les animaux ont tendance à être plus petits, pas plus grands, car un corps plus petit nécessite moins d'énergie pour être entretenu. Alors pourquoi ces amphipodes allaient-ils dans la direction opposée ? Ensuite, les chercheurs ont regardé de plus près de quoi étaient faits leurs exosquelettes. Ils ont trouvé de l'aluminium tissé dans la coquille elle-même. C'est presque du jamais vu en biologie. Les êtres vivants utilisent régulièrement du calcium, de la silice ou de la chitine pour construire des coquilles et des squelettes. Mais incorporer un métal comme l'aluminium dans une armure corporelle est une stratégie évolutive que les scientifiques voient rarement partout sur la planète. L'explication principale est que ces amphipodes extraient des traces d'aluminium des sédiments du fond océanique et les transforment chimiquement en un revêtement sur leur exosquelette. Ce revêtement semble aider à protéger leur coquille contre une dissolution lente, parce que l'eau profonde de la fosse est naturellement corrosive, et sans une sorte de couche protectrice, une coquille exposée se décomposerait avec le temps. Leur mode de vie correspond à leur armure. Les amphipodes supergéants sont des charognards. Ils mangent tout ce qui dérive vers eux depuis le monde d'en haut. Poissons morts, bois coulé, matière organique en décomposition, et de plus en plus, des déchets plastiques qui ont coulé jusqu'au fond de l'océan. Nous reviendrons sur ce détail du plastique plus tard, car il s'avère que c'est une histoire bien plus importante. Les chercheurs ont également documenté ces amphipodes utilisant des queues pointues et épineuses comme mécanisme de défense contre les prédateurs, un comportement qui n'avait jamais été enregistré chez cette espèce avant ces expéditions. Imaginez cela une seconde. Une créature ressemblant à une crevette, mesurant près de 30 cm, portant une armure renforcée de métal qu'elle a construite elle-même à partir du fond marin, utilisant une queue épineuse comme arme, prospérant dans l'un des environnements les plus écrasants sur Terre. Cela ressemble à quelque chose sorti d'un croquis de science-fiction. C'est réel, et ce n'est même pas la biologie la plus étrange que la fosse ait produite. Une cellule unique, de la taille d'une mangue. La plupart des organismes unicellulaires sont invisibles à l'œil nu. Vous avez besoin d'un microscope, juste pour confirmer qu'ils existent. Dans la fosse des Mariannes, cette règle ne s'applique pas. Lors d'une expédition en 2011, les chercheurs ont repéré de grandes structures pâles reposant sur le fond océanique, certaines mesurant plus de 10 cm de large, à peu près la taille d'une mangue. Ces organismes sont appelés xénophyophores, et ce qui les rend étranges n'est pas seulement leur taille, c'est ce qu'ils sont techniquement. Un xénophyophore est par définition une cellule unique. Mais contrairement à une cellule typique, qui contient un noyau, un xénophyophore contient de nombreux noyaux au sein de cette même cellule unique. C'est pourquoi les biologistes le décrivent comme multinucléé. En termes simples, imaginez une seule unité biologique accomplissant le travail qui nécessiterait normalement un organisme multicellulaire entier. Un système organique et un système nerveux coordonnés pour être accomplis.
le tout regroupé dans une seule cellule. Elle se construit une coquille en utilisant des sédiments et des particules minérales qu'elle recueille dans la boue environnante, formant des structures qui peuvent ressembler presque à des éponges ou à des formations coralliennes fragiles, éparpillées sur le fond marin. Personne ne comprend pleinement comment une structure construite à partir d'une seule cellule parvient à devenir aussi grande, tout en survivant à une pression écrasante et à une obscurité quasi totale, dans un environnement avec presque aucune nourriture disponible. La théorie principale que les chercheurs ont proposée est que la grande taille du xénophyophore pourrait en fait être la stratégie de survie elle-même. Une structure plus grande a plus de surface, et plus de surface signifie plus d'opportunités d'absorber les rares nutriments qui dérivent dans un environnement où la nourriture est désespérément limitée. Plutôt que d'être grande malgré les conditions difficiles, elle est peut-être grande à cause d'elles. C'est une chose vraiment étrange à considérer. Une seule cellule vivante, à peu près de la taille d'un fruit, existant tranquillement à une profondeur où la lumière du soleil n'a jamais atteint, faisant le travail d'un organisme entier toute seule. Et si une seule cellule survivant là-bas semble déconcertante, attendez d'entendre parler de la créature que personne n'a pu nommer. Point de contrôle à mi-vidéo. Faisons une pause ici une seconde, car nous n'en sommes qu'à la moitié de ce qui a été documenté là-bas. Jusqu'à présent, nous avons couvert un poisson dont le squelette est maintenu par la même pression qui écraserait un sous-marin. Une crevette de 30 cm qui construit sa propre armure métallique. Et une cellule unique de la taille d'une mangue faisant le travail d'un organisme entier. Si vous trouvez cela aussi déconcertant que je l'ai fait en faisant des recherches, faites-moi une faveur et cliquez sur s'abonner. Cela aide vraiment cette chaîne à continuer à faire des plongées profondes comme celle-ci. Parce que ce qui arrive ensuite est la partie qui a fait hésiter même les scientifiques de l'expédition. La méduse sans nom. Lors d'une expédition de la NEAA, explorant une région proche de la fosse appelée le mont sous-marin Enigma, les chercheurs filmaient à environ 3700 mètres de profondeur quand quelque chose a dérivé directement dans le cadre que personne dans l'équipe n'a reconnu. Elle avait de longs tentacules fins et traînants et un corps en forme de cloche qui restait presque parfaitement immobile dans l'eau. Contrairement à beaucoup de méduses, qui pulsent activement et dérivent à la recherche de proies, celle-ci semblait être un prédateur embusqué, restant immobile, attendant que quelque chose de plus petit dérive assez près pour être attrapé. Alors que les caméras continuaient de tourner, des parties de son corps semblaient luire faiblement. Ce détail a conduit certains chercheurs à penser qu'elle pourrait appartenir à un groupe connu appelé Crossota. Mais d'autres membres de l'équipe soupçonnaient qu'il pourrait regarder quelque chose d'entièrement nouveau. Une espèce sans nom, sans classification, et sans aucun dossier scientifique préalable. À ce jour, elle n'a jamais été officiellement identifiée. Réfléchissez à cela un instant, car il est facile de laisser un détail comme celui-ci passer sans vraiment l'enregistrer. Nous avons des images vidéo réelles, enregistrées, horodatées, vérifiables, d'un animal vivant dans notre propre océan que les scientifiques ne peuvent pas nommer de manière définitive. Pendant ce temps, des agences spatiales entières exploitent des programmes de télescopes de plusieurs milliards de dollars, scannant des galaxies qui sont à des milliers de milliards de kilomètres, dans l'espoir de détecter ne serait-ce que la plus faible signature chimique qui pourrait suggérer que la vie existe quelque part là-bas. Et il y a un animal luminescent non classé dérivant dans l'obscurité, à moins de 4 km sous un navire de recherche, et personne travaillant sur la mission ne peut vous dire exactement ce que c'est. Ce n'est pas une critique envers les scientifiques, c'est le reflet du peu de notre propre planète que nous avons réellement exploré. Et la méduse sans nom n'est pas une bizarrerie isolée. C'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe dans la fosse. Des écosystèmes entiers prospèrent là-bas, utilisant une méthode de génération d'énergie qui n'a rien à voir avec le soleil du tout. La vie qui n'a jamais besoin du soleil. Voici quelque chose que la plupart d'entre nous considérons comme acquis. Presque chaque être vivant à la surface de cette planète dépend directement ou indirectement de la lumière du soleil. Les plantes l'utilisent pour croître, les animaux mangent les plantes ou mangent d'autres animaux qui ont mangé les plantes. Chaque chaîne alimentaire à laquelle vous pouvez penser remonte finalement au soleil. Au fond de la fosse des Mariannes, tout ce système s'effondre. La lumière du soleil n'a jamais atteint une telle profondeur. Elle ne l'atteindra jamais. Et pourtant, en 2025, un submersible chinois explorant la fosse a découvert des colonies florissantes de vers et de mollusques vivant à près de 10 km sous la surface, regroupés étroitement autour de fissures dans le fond marin où du gaz méthane s'échappe de sous la croûte.
Ces organismes survivent grâce à un processus appelé chimiosynthèse. Des bactéries spécialisées vivant dans et autour de ces évents convertissent des produits chimiques comme le méthane et le sulfure d'hydrogène directement en énergie utilisable, effectuant essentiellement la même fonction de base que la photosynthèse pour les plantes, mais en utilisant la chimie au lieu de la lumière. Les vers et les mollusques se nourrissent ensuite de ces bactéries, soit en les mangeant directement, soit en les hébergeant de manière symbiotique à l'intérieur de leur propre tissu. Les chercheurs ont qualifié cela de colonie de vie animale la plus profonde jamais observée sur Terre. Et cela suggère fortement qu'il existe des écosystèmes entiers cachés là-bas, que nous n'avons tout simplement pas encore trouvés. Réfléchissez à ce que cela prouve réellement. La vie sur notre planète n'a pas besoin de lumière solaire pour exister. Elle n'en a jamais eu besoin. Ce fait unique soulève une question énorme sur le type de vie qui pourrait survivre sur d'autres mondes en utilisant exactement la même astuce chimique. Des endroits comme Europe, l'une des lunes de Jupiter, dont les scientifiques pensent qu'elle cache un océan liquide sous des kilomètres de glace, avec une activité hydrothermale suspectée sur son fond marin. Ou Encelade, une lune de Saturne, où des panaches de vapeur d'eau ont été détectés s'échappant de fissures dans sa surface glacée. Si la chimiosynthèse peut soutenir des écosystèmes entiers dans l'obscurité écrasante de notre propre océan, il n'y a aucune raison évidente pour qu'elle ne puisse pas faire exactement la même chose en ce moment même, sous la glace d'une lune que nous avons à peine commencé à étudier. Non loin de ces communautés des vents, d'autres résidents de la fosse ont adopté une approche complètement différente pour survivre sans lumière. Des chercheurs ont filmé des anguilles transparentes, glissant dans l'eau près de la même zone hadale, leur corps étant presque entièrement transparent, à l'exception d'une tête plus solide, semblable à celle d'un poisson. Ces anguilles chassent dans l'obscurité totale, en s'appuyant sur des structures corporelles sensibles plutôt que sur la vue, puisqu'il n'y a pas de lumière là-bas pour que les yeux puissent réellement traiter quoi que ce soit. Couvrant de grandes sections du fond marin environnant se trouve une couche épaisse, presque semblable à un tapis de bactéries. Cette couche décompose les créatures marines mortes et les matières organiques dérivantes qui coulent de l'océan au-dessus, recyclant ces nutriments dans l'écosystème afin que presque rien ne soit gaspillé. Les chercheurs étudiant ce tapis bactérien le décrivent comme l'une des principales raisons pour lesquelles la vie est capable de persister, dans un endroit où presque aucun approvisionnement alimentaire n'arrive naturellement. Les scientifiques impliqués dans la recherche actuelle sur la zone hadale, y compris un effort d'étude à long terme connu sous le nom de projet MER-ER, ont souligné que la fosse n'est pas un désert vide unique. Ce sont plusieurs écosystèmes qui se chevauchent, empilés les uns sur les autres, chacun survivant en utilisant une stratégie complètement différente, construite lentement au fil de millions d'années d'isolement total. Et même avec tout ce que les chercheurs ont documenté jusqu'à présent, ils ne font encore que cataloguer une petite fraction de ce qui se trouve réellement là-bas. Les déchets qui sont arrivés en premier. On pourrait s'attendre à ce que le point le plus profond, le plus éloigné et le plus isolé de toute notre planète soit l'un des derniers endroits intacts sur Terre. Ce n'est pas le cas. En 2020, des chercheurs ont découvert une toute nouvelle espèce d'amphipode vivant dans la fosse des Mariannes. Lorsqu'ils ont examiné ces tissus de près, ils ont trouvé quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. De minuscules fragments de plastique déjà incrustés à l'intérieur de son corps. Les chercheurs qui ont identifié cette espèce ont fait un choix délibéré avec son nom. Ils l'ont appelée Eurythème plasticus, nommant intentionnellement une espèce d'après la pollution déjà trouvée en elle. C'était leur façon de souligner à quel point la contamination plastique s'était déjà propagée, à près de 7 km sous la surface de l'océan, dans un habitat qui avait été à peine étudié par les humains avant cette découverte. Alan Jamieson, l'écologiste marin qui a dirigé la recherche, a souligné quelque chose qui mérite réflexion. Il s'agissait d'une toute nouvelle espèce provenant de l'un des habitats les moins explorés sur Terre, et elle était déjà contaminée avant même que les scientifiques n'aient eu une réelle chance de l'étudier dans un état ressemblant à son état naturel et intact. D'autres expéditions dans la fosse ont documenté des microplastiques dispersés directement dans les sédiments du fond marin, accompagnés de rapports photographiques de sacs plastiques et d'emballages reposant près du fond même du Challenger Deep. Laissez cela pénétrer un instant. Marrage, nos déchets ont atteint le point le plus profond de la planète Terre avant que la plupart de nos scientifiques ne le fassent. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, malgré la pollution, malgré la pression écrasante, malgré le froid et l'obscurité absolue, tout un monde invisible de vie continue de s'étendre à mesure que les chercheurs regardent de plus près. Des milliers d'espèces dont nous ignorions l'existence.
Un effort de recherche de longue haleine appelé le Mariana Trench Environment and Ecology Research Project, connu sous le nom de MIR, a entrepris d'étudier des échantillons de sédiments prélevés directement dans la fosse, ainsi que dans d'autres endroits extrêmes des grands fonds marins à travers le monde. Ce que l'équipe a trouvé était stupéfiant. Plus de 6000 nouvelles espèces microbiennes ont été identifiées, des organismes qui n'avaient jamais été enregistrés ou formellement classés avant le début de ce projet. 6000. À partir d'échantillons de sédiments, extraits d'un endroit que la plupart d'entre nous pensions vide. Lorsque les scientifiques ont étudié la génétique de ces microbes de plus près, ils ont découvert autre chose qui mérite l'attention. Beaucoup d'entre eux portaient des gènes spécifiquement conçus pour décomposer les sous-produits nocifs créés à l'intérieur de leurs propres cellules. Des produits chimiques appelés espèces réactives de l'oxygène qui, s'ils ne sont pas contrôlés chez la plupart des êtres vivants, endommagent l'ADN et accélèrent le vieillissement. Ces organismes des fosses profondes semblaient également avoir des systèmes exceptionnellement robustes pour réparer leur propre ADN de manière continue, ce qui, selon les chercheurs, les aide à survivre à une exposition constante à une pression écrasante et à des températures proches de zéro tout au long de leur vie. Les chercheurs impliqués dans ce projet ont suggéré que ce type de recherche pourrait éventuellement contribuer à de nouveaux traitements médicaux ou même soutenir l'avenir des voyages spatiaux humains. Survivre à une pression extrême, à un isolement extrême et à un stress cellulaire constant est exactement le genre de problème auquel les astronautes sont confrontés lors de missions de longue durée. En d'autres termes, nous pourrions finir par apprendre comment les humains pourraient survivre dans l'espace lointain en étudiant d'abord des organismes qui n'ont jamais vu le ciel. Pendant des décennies, nous avons pointé des télescopes et des rovers vers l'extérieur, recherchant sur des planètes et des lunes lointaines tout signe de vie, tout microbe, tout indice, aussi petit soit-il, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Pendant tout ce temps, notre propre fond océanique cachait des crevettes blindées, construites à partir de métal, une méduse luminescente que personne n'a pu nommer, un poisson qui s'effondre dès que vous supprimez la pression exacte qui a construit son corps, une cellule unique de la taille d'une mangue faisant le travail d'un organisme entier, et des milliers d'espèces microscopiques dont nous ignorions même l'existence jusqu'à ce que les chercheurs regardent assez attentivement pour les trouver. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, moins de 5% de notre fond océanique a été correctement exploré. Laissez ce chiffre reposer un instant. Cela signifie que la grande majorité de la fosse des Mariannes et presque tout l'océan au-delà reste complètement non cartographié et non étudié. Dans certaines parties de la fosse, personne ne s'est rendu ne serait-ce qu'une seule fois. L'espace est énorme, et il vaut absolument la peine d'être exploré. Personne ne prétend le contraire. Mais en ce moment, aujourd'hui, il y a un monde extraterrestre entier assis au fond même de notre propre planète. Un monde qui était là tout le temps, construisant tranquillement des poissons à partir de la pression et des crevettes à partir de métal, attendant que quelqu'un pointe enfin une caméra dans sa direction et regarde. Si cette vidéo vous a donné matière à réflexion, s'abonner prend environ 3 secondes, et cela nous aide vraiment à continuer à faire des plongées profondes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Je vous verrai dans la prochaine.